faisons évoluer notre formule PECDEMUS débat. D'abord par l'introduction d'un moisussuromètre argumentatif. Chaque fois que nous repérerons une moisissure argumentative, ce logo apparaîtra avec sa moisissure associée. Nous nous sommes inspirés du site du Cortex, dont nous mettons le lien en description. Les moisissures argumentatives sont des paralogismes ou des sophismes. Ils appartiennent à une rhétorique fallacieuse. Pendant que le paralogisme est une erreur de logique, un biais, le sophisme, lui, est intentionnel. Il sert à convaincre son auditoire avec des arguments trompeurs. Si nous voulons pouvoir débattre dans notre profession, il nous faudra éviter les moisissures argumentatives, les arguments rhétoriques fallacieux, les sophismes. PECDEMUS Débat souhaite y contribuer. Ensuite, nous allons afficher un compteur de moisissures pour voir l'ampleur du phénomène dans le texte ou le commentaire que nous critiquerons. Ce commentaire-là a été posté sous notre vidéo Violence dans l'enseignement musical sur une liste dont le sujet est pourtant l'épistémologie et les biais argumentatifs. Je suis musicien professionnel et dans ce milieu depuis 30 ans. Se présenter pour dire d'où l'on parle, pourquoi pas, si ça ne sert pas d'argument d'autorité. Les violences verbales, physiques, sexuelles existent, comme dans tous les milieux, mais cela ne justifie absolument pas pour autant leur existence. Elles doivent être combattues sans relâche. Pour autant, je ne pense pas qu'il existe plus d'omerta ici qu'ailleurs. C'est ce qu'on appelle l'appel à l'ignorance. Méthode. Prétendre que quelque chose est faux parce qu'il n'a pas été démontré que c'était vrai. En l'absence de chiffres, comment peut-on affirmer qu'il n'y en a pas plus qu'ailleurs? On ne peut rien affirmer, sauf que la situation de l'enseignement musical, où un élève se retrouve souvent seul avec un prof, ne peut que permettre davantage qu'ailleurs encore les situations de violence. Voir à ce sujet l'enquête de la journaliste Mathilde Dumazet pour l'Obs, voir aussi le témoignage de Diane et de tant d'autres. Cette volonté de relativiser les violences, sans aucune donnée pour le faire, est une affirmation gratuite. Nous avons été ainsi confrontés à de nombreuses tentatives de déni, toujours appuyées par rien. Sinon l'envie de croire que ce n'est pas pire qu'ailleurs, que finalement ça va, voire que ça n'existe pas ou plus. C'est rassurant, sauf pour les victimes. Pourtant, tout ce qui a été écrit sur le sujet tend à montrer l'inverse, les rares études, les enquêtes journalistiques. Bon, admettons maintenant que les violences sexuelles et éducatives soient au même niveau qu'ailleurs dans la société. Notre vidéo sur les violences propose des pistes, des solutions pour les faire disparaître, pour collectivement les combattre. C'est le sujet de notre vidéo, mais pas celui de notre détracteur qui préfère parler d'autre chose, comme nous allons le voir maintenant. Et il faut faire attention à ne pas tout mélanger. Un effet miroir, on a furieusement l'impression que c'est notre détracteur qui mélange tout. Mais bon, lisons la suite. L'enseignement au conservatoire comporte un certain niveau d'exigence indispensable, inévitable. La comparaison avec ce qui est attendu comme exigence effort par rapport à école-collège est impossible. Cela est sans commune mesure et parfaitement normal. Je vous rappelle déjà que le sujet central, ce sont les violences contre les élèves. Dès le deuxième paragraphe, et après une condamnation somme toute très formelle de la violence, notre détracteur construit un homme de paille robuste. Il pose un autre débat, celui de l'exigence. Mais quelle peut être la vocation de cet homme de paille, si ce n'est de détourner l'attention sur un autre sujet? Le problème, c'est que quand on agit ainsi, le sujet initial disparaît. Pire, il est remplacé ou subordonné à un autre sujet qui n'a rien à voir. Une façon d'évacuer la question des violences. On aimerait une démonstration que le travail obligatoire à la maison, par exemple, ne constitue pas une base pour les pires violences éducatives. Mais non. On oblitère la question et on la remplace par le besoin d'exigence. Un homme de paille, vous dis-je. Pour rester dans le sujet, qui est la violence, on aurait pu poser la question ainsi. Le travail à la maison peut-il constituer autre chose qu'une forme indéniable de violence éducative? Et si oui, comment? Est-il possible de devenir musicien sans passer par le travail obligatoire à la maison? Le rapport de Paris avait scandalisé toute la profession. Notre détracteur se fait le porte-parole de toute la profession? Qui est-il pour affirmer cela? Un représentant de la profession unanime? Cette façon de faire porte un nom peu élégant, une manipulation. Nous sommes tout aussi légitimes que notre détracteur à proclamer ainsi que nous faisons partie de la profession et nous ne partageons nullement son aversion pour ce rapport d'une grande qualité et qui avait le grand mérite de poser les questions et de proposer des pistes intelligentes et documentées pour combattre les abus sexuels et les viols dans l'enseignement musical. Car il faisait passer tous les professeurs de musique comme des pédocriminels potentiels, et l'idée de supprimer les cours individuels était d'une aberration énorme pour quiconque connaît un strict minimum la réalité de cette formation. Notre détracteur ment. Nous n'affirmons pas ici qu'il le fait en connaissance de cause. Peut-être donne-t-il simplement son sentiment sur un texte qu'il n'a pas lu.
Ou pas lu récemment, il date de 2015. Peut-être a-t-il fait confiance à d'autres pour le lire pour lui. En tous les cas, ce qu'il dit est factuellement faux. Si le rapport traite tous les profs de pédocriminels potentiels, alors il est mauvais et il ne mérite pas d'être lu. C'est la technique du chiffon rouge. Méthode, déplacer le débat vers une position intenable par l'interlocuteur. Petit rappel, en 2016, la ville de Paris a commandé un rapport sur les agressions sexuelles commises par les agents de la ville, la façon de s'en prémunir, de faire de la prévention, voir notre vidéo. Le rapport ne fait pas passer tous les professeurs pour des pédocriminels, pas plus qu'il ne propose de supprimer les cours individuels. Nous avons mis en lien le rapport en question, ce que nous faisons à nouveau ici. Quand on fait de la prévention incendie, on ne prétend pas que tous les bâtiments vont brûler. Quand vous mettez votre ceinture de sécurité, ce n'est pas parce qu'on est sûr que vous allez avoir un accident de voiture. Ensuite, autre moisissure argumentative, pour quiconque connaît un strict minimum la réalité de cette formation, l'homme de paille en question, la suppression des cours individuels que ne propose en aucun cas le rapport, se double d'une rhétorique fallacieuse laissant entendre que les auteurs du rapport ne connaissent pas leur sujet. Proposer des formations sur ce sujet pour les professeurs est une bonne chose. Il est aussi proposé de supprimer les concours d'entrée, ce qui est aussi une aberration. Dans un rapport sur la prévention des violences sexuelles dans les conservatoires parisiens? À quelle page? Nous l'avons lu et relu, pas de trace de cela. Le lien est en description. Si quelqu'un a plus de chance que nous, merci de le noter en commentaire. Il y a une différence majeure entre l'école et le conservatoire. Le conservatoire n'ayant pas des centaines de professeurs, on se doit de ne garder que ceux qui travaillent le plus. Il serait intéressant que l'auteur de ces lignes nous explique d'où vient cette conception de l'enseignement musical. Pas des textes cadres de notre profession en tout cas, qui expliquent exactement l'inverse. Voir l'épisode numéro 1, et si on parlait de sociologie. Affirmer crânement, comme il le fait, qu'il faut sélectionner les élèves sur la base de leur travail personnel est une conception qui, même si elle est répandue dans les conservatoires, va à l'inverse de ce qui est demandé par les textes officiels, ceux qui régissent notre métier. On aimerait aussi rappeler à cet enseignant les résultats de cette méthode, les chiffres catastrophiques évoqués de notre numéro 2 que nous l'invitons à regarder. Ou alors, il faudrait ouvrir des milliers de conservatoires supplémentaires et les financer pour prendre tout le monde. Un faux dilemme. Mais la question de la sélection, qui n'a toujours aucun rapport avec la prévention des violences et de la lutte contre les violences aux élèves, est une question intéressante dont nous parlerons dans un épisode ultérieur. Et en effet, la sélection est une violence, souvent structurelle dans les CRR. Le témoignage de Diane est éclairant sur ce sujet. Pratiquer un instrument demande beaucoup d'efforts et de sacrifices, c'est parfaitement normal et il faut en avoir conscience. Raisonnement panglossien et biais de généralisation abusée. Méthode. Raisonner à rebours, vers une cause possible parmi d'autres, vers un scénario préconçu ou vers la position que l'on souhaite prouver. Généraliser, ce qui peut être le cas de notre commandateur, est hasardeux. La très grande majorité des musiciens en France, 90%, ne sont pas passés par un conservatoire. Le seul énoncé de ce chiffre, voir la vidéo numéro 1, dément cette vision unique d'une pratique musicale qui imposerait du sang et des larmes. Avec une condescendance maintenant habituelle, notre détracteur nous fait la leçon et nous explique, à contrario des textes, que le sang et les larmes sont concomitants à la pratique d'un instrument. Ça a presque un côté triste, mais comme formateur, c'est surtout inquiétant. On peut très bien n'en faire qu'1 heure par semaine, mais dans ce cas, cela restera une activité ludique, pas un apprentissage. Encore un faux dilemme. À partir de quel temps de pratique hebdomadaire entre-t-on dans l'apprentissage? Ce n'est pas raisonnable. Apprentissage et temps de pratique sont deux notions distinctes. On peut faire des heures de pratique et ne rien apprendre du tout. L'opposition entre ludique et apprentissage va également à l'encontre de tout ce que nous disent les sciences. Le conservatoire n'est pas fait pour cela. Pour autant, l'humiliation d'un élève est horrible et antipédagogique. Elle est le propre de professeurs qui ne savent pas enseigner, tout simplement. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut s'empêcher un haut niveau d'exigence. Sans cela, le premier pénalisé sera l'élève, pas l'enseignant. Voici une réponse à la suite de ce commentaire. Votre réponse est intéressante car elle illustre bien le titre de la vidéo. Vous dites qu'il ne faut pas tout mélanger. Autant la vidéo ne semble pas mélanger quoi que ce soit, autant c'est précisément ce que vous faites. Vous êtes dans le milieu, donc il est compréhensible que le sujet vous touche particulièrement, mais en parlant d'un autre sujet, l'excellence, vous occultez le vrai sujet, les violences dans l'enseignement musical. En quelque sorte, même si j'ai l'impression que ce n'est pas là votre intention, le fait de défendre l'excellence sur une vidéo sur le sujet des violences vient à justifier les violences. Je ne dis pas que c'est le fond de votre pensée, mais c'est ce que dit votre réponse. Il est quand même déconcertant de voir qu'une enquête sur le sujet suscite autant de rejets et de réactions violentes. L'excellence nécessite-t-elle un minimum de violence?
L'excellence justifie-t-elle de faire le sacrifice du bien-être de l'enfant? Bon, ceci dit, la réponse à ces questions est de l'ordre de l'opinion et des priorités que l'on a. Le débat a un peu continué, nous reproduisons en commentaire les interventions.